Je crois qu'on est bon. Bonjour à toutes et à tous. Salut Paul. Bonjour Arthur, bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà un certain nombre à être inscrits, donc c'est super. On est content pour le premier webinaire de la rentrée. Enfin, en tout cas, côté Jumpmaker, je ne sais pas si côté Talents, vous en avez fait d'autres. Non, c'est pareil, c'est un peu le premier, le lancement de cette rentrée 2025. Bonne rentrée alors. Alors, il y a pas mal de monde. On va se laisser une petite minute. Le temps que les gens arrivent, ça vous permettra de prendre en main l'outil. Je vous invite à nous dire dans le chat où est-ce que vous êtes géographiquement. Donc moi, par exemple, je suis à Ménestron en Villette. Donc, après, ça va pas, sans doute pas parler à beaucoup de gens, mais c'est une petite bourgade à une demi-heure au sud d'Orléans, en pleine Sologne, et on habite au milieu des bois. Et je suis encore en plein chantier, donc là, j'ai dû me mettre sous la pentille. Donc, s'il y a un peu de vent, n'hésitez pas à me le dire dans le micro, je pourrais toujours me déplacer, mais c'est comme il y a des travaux dans la maison, je voulais éviter qu'il y ait trop de bruit. Voilà, comme ça, ceci posé. Toi, t'es où, Paul, du coup? Moi, je suis à Paris. Je suis à Paris dans mes bureaux, dans les bureaux de Talent à Paris. Parfait. Ils sont où les bureaux de Talent, d'ailleurs? On est dans le 9e arrondissement, entre Pigalle et Saint-Georges. Ah bah, on n'est pas trop loin, nous on est au WeWork, rue Lefebvre à Liège. Euh, ah, Ouais, quand je suis au bureau, on est là-bas en tout cas. sinon Donc t'es dans les bois. ouais, c'est ça. Je vais deux jours par semaine à Paris. Le reste du temps, je suis entre mon poulailler, mes champignons et mon bois. Je vois des Bordelais, Montauban. Ah, c'est sympa ça. Je connais pas ce qu'on a, mais ça doit être vraiment sympa. En tout cas, il faut aimer le rugby à mon avis. Des Ouais. Belges aussi, c'est sympa ça. Marseille, toujours sympa. Bravo hein, pour hier soir d'ailleurs. Une petite victoire contre Paris Saint-Germain. Moi, personnellement, je m'en fiche, mais je pense que ça fait plaisir aux Marseillais. Les Lyonnais, Nice. Bon, bah, c'est bien. Vive les chantiers à Ménestro. Ouais. Merci Marion, c'est gentil de me soutenir. C'est bientôt. On est dans le money time. Hein. Il nous reste une semaine de chantier à tout casser. On a hâte. Ça fait 8 mois qu'on est dedans. Là. Danger, Belgique. Bon, bah, c'est bien. Ça vient de partout en France. C'est sympa. Quelques amis belges aussi. Donc, super. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Merci à Dubaï. Tiens, bah, tiens, pourquoi pas, après tout. En tout cas, merci pour votre participation à notre événement. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. De mémoire, on a prévu à peu près 3 quarts d'heure de présentation et un quart d'heure de questions à la fin. Alors, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, surtout, n'hésitez pas à les poser. Nous, en fonction un peu du timing dans lequel on s'inscrit avec Paul, on y répondra au fur et à mesure. Éventuellement, je les gardera en stock à la fin selon est-ce que ça va bien dans le propos du moment ou si c'est un peu en décalage par rapport à ce qu'on dit. Quoi qu'il en soit, on reviendra dessus, on les posera. Et alors, vous avez, donc ça, c'est dans le. Mais sinon, si vous voulez vraiment qu'on ne manque pas vos questions, n'hésitez pas à aller directement dans l'onglet questions. Il y a un onglet dédié à ça. Ça nous permettra de pouvoir les récupérer éventuellement à la fin plutôt que de remonter tout le chat. Et puis, si vous avez des anecdotes personnelles à partager en cours d'événements, en fait, l'idée, c'est que ce soit interactif. Justement, comme entretien annuel, c'est pas top-down. Bah, là, c'est pareil. On est dans une démarche où tout le monde peut donner son avis, participer, partager ses anecdotes et on rebondira dessus. Donc, voilà, on est preneur en tout cas de vos inputs avec plaisir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait cet événement? Parce que déjà, ça concerne bien nos économies respectives avec Paul. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet quand même, moi, c'est un peu un marronnier. Ça fait 15 ans que je suis dans la chair tech et on entend souvent parler de ça, surtout souvent au moment des entretiens annuels. C'est qu'il y a à peu près un collaborateur sur deux qui aujourd'hui estime que grosso modo, son entretien ne sert pas à grand-chose. C'est quand même dommage, parce que, alors évidemment, ça va sans doute dépendre des organisations, de ce qui a été mis en place, etc. Mais bon, si on tire un peu si on prend un peu de recul, ça fait quand même beaucoup de collaborateurs qui finalement y vont de manière subie, qui le perçoivent plus comme une contrainte et pas comme une opportunité. Donc nous, on va essayer à travers ce webinaire de vous partager un peu les bonnes pratiques, les bonnes choses à mettre en place pour justement faire en sorte que ce 1 sur 2 tente vers un 100% de tout le monde trouve ça génial, quoi. En tout cas, au moins dans vos boîtes déjà, ce sera déjà ça de gagner. Donc voilà un peu la trame du jour. Donc j'espère que ça vous convient parce qu'on n'a pas de plan B. Donc voilà. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Paul, je vais te laisser te présenter. Ouais, merci beaucoup Arthur. Écoutez, je suis ravi d'être là. Bonjour à tous. Moi, je suis Paul Barat, je suis directeur marketing de Talent en France. J'ai à peu près 10 ans d'expérience dans la HR Tech. Moi, j'ai voulu commencer, j'ai commencé ma carrière
en recrutement. Je voulais être recruteur, puis potentiellement DRH. Et en fait, finalement, c'est la HR Tech qui m'a attiré. J'étais à l'époque recruteur chez Philips en France et j'ai utilisé un premier outil qui s'appelait Multiposting, qui faisait de la multidiffusion d'offres Ouais. d'emploi. Racheté par Euh, SAP. et en fait, exactement, racheté par SAP. Donc, je les ai rejoints. J'ai travaillé ensuite chez SAP, chez SuccessFactors, donc la partie RH d'SAP. C'est là où j'ai eu ma première expérience d'entretien annuel. Je pense que tu en as parlé un petit peu sur LinkedIn, mais moi, c'était un peu le même scénario, un entretien qui semblait plus administratif qu'autre chose, même pour une boîte qui propose un outil dans SuccessFactors pour faire les entretiens. Et puis, c'était avec une manager que je ne voyais pas, puisqu'elle était aux États-Unis, qui me suivait très peu. Donc, autant vous dire que ce n'était pas forcément quelque chose qui avait eu beaucoup de sens pour moi. Et en fait, après, j'ai rejoint Javelot, qui développait justement un outil de performance management, un outil pour les entretiens annuels, les entretiens pro, et pour favoriser l'échange. Aujourd'hui, on fait partie de Talent, qui est une solution qui regroupe différents produits, de l'ATS au SIRH de gestion des temps, des absences. Et donc, cet outil de perf management, toujours, toujours présent. Donc moi, je suis Arthur, je suis un petit peu plus vieux que Paul dans la tech, mais pas beaucoup. Ça fait 15 ans que j'y suis. À la base, je suis psychologue du travail, donc j'ai démarré au départ en internant chez Assess First, je ne vais pas dire au début de sa création, mais au début du décollage de la fusée, on va dire. Et j'ai adoré en fait le côté startup RH finalement. J'ai un peu comme toi, Paul, la vision d'aller plutôt dans des services RH assez classiques finalement. Et puis, j'ai été happé par la tech, on va dire. Ça fait 15 ans que j'y suis, donc c'est que ça doit me plaire finalement. Et en démarrant par Assess First, j'ai ensuite créé une boîte qui n'a pas rencontré son marché, on va dire ça poliment. Mais c'était une super expérience. Et puis, j'ai ensuite lancé une autre boîte qui s'appelait CV Catcher pour le compte de Joby Joba. On s'est fait racheter par HelloWork. Et ensuite, j'ai repris JobMaker il y a 4 ans. Et avec cette vision, justement, bah, ça me rapproche un peu de mes amours initiaux, puisque c'est une solution de coaching digital de carrière, donc pour permettre aux collaborateurs de se préparer à leurs échéances de carrière, échéances RH, de mobilité interne notamment, faire en sorte qu'ils soient offreurs de compétences lors de ces étapes, et non pas simplement demandeurs d'emploi, puisque le collaborateur est le cœur du sujet. Et avec, en s'inspirant des meilleures pratiques du coaching, on a développé un outil 100% digital qui permet de démocratiser justement le coaching dans les organisations, faire en sorte que chaque collaborateur puisse être véritablement acteur de sa carrière. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je crois que Paul, c'est toi qui démarre avec le potentiel des entretiens notamment, donc je te laisse la main. Ouais, c'est clair. Je pense que tu l'as dit un peu aussi en introduction. D'une part, les collaborateurs sont pas toujours satisfaits de l'entretien annuel, mais aussi on se rend compte que la plupart des collaborateurs ont assez peu d'échanges au final avec les managers ou avec les RH. On voit le chiffre, hein, 72% des salariés qui déclarent n'avoir qu'un seul entretien RH formel par an. Quand on sait le potentiel que peuvent avoir les entretiens pour engager, fidéliser, identifier les potentiels évidemment, mais aussi voilà, s'assurer qu'on a les bonnes personnes au bon endroit, qu'on peut construire des trajectoires de carrière, etc. C'est essentiel. Un point, moi, qui me frappe toujours, c'est de voir effectivement que on considère l'entretien annuel comme un passage obligé, parfois une contrainte administrative, etc. Il y a aussi des entreprises qui s'en tiennent au cadre juridique. En l'occurrence, ce qui est obligatoire dans les entreprises, notamment les entreprises de plus de 50 salariés, c'est l'entretien professionnel qui est censé avoir lieu tous les 2 ans, avec un bilan à 6 ans, donc là aussi obligatoire. Et en fait, en préparant ce webinaire, je me suis aussi rapproché de l'actualité. On voit qu'en ce moment, il y a des discussions aussi sur l'entretien professionnel et une volonté de finalement le passer potentiellement à 4 ans, obligatoire tous les 4 ans, le renommer un petit peu, entretien de parcours professionnel, et le bilan à 6 ans passerait du coup à 8 ans. Donc ça va dans une tendance où on force encore moins d'échanges. Néanmoins, on se concentre sur la qualité, sur ces éléments obligatoires, puisqu'on se concentre vraiment sur le parcours du collaborateur et notamment le suivi de son parcours professionnel tout au long de sa carrière, même avec un focus fait sur les seniors. C'est des éléments qui vont changer là dans les prochaines années. C'est une loi qui est en cours de discussion, qui devrait entrer en vigueur en octobre 2026, qui laisse un peu de temps.
Néanmoins, je pense que c'est important de se dire que les échanges RH, qu'on les appelle entretien annuel, entretien professionnel, parcours professionnel, sont essentiels pour faire monter en compétence les collaborateurs, pour s'assurer qu'on a une organisation qui est correctement construite. Et puis aussi, encore une fois, c'est un temps d'échange privilégié entre un manager et un collaborateur. Donc le bon moment pour collecter du feedback, comprendre quel est le niveau d'engagement de ses équipes. Ouais, et en fait, je pense qu'en plus de ça, on arrive à un point de rupture, je pense, avec l'émergence de l'IA qui va être une véritable qui est déjà, mais qui va s'accélérer avec, une véritable transition technologique et dans c'est des moments charnières où en fait, pour les collaborateurs, si on ne prend pas en main le sujet, on peut vite se retrouver disqualifié sur le marché de l'emploi, interne comme externe et ces entretiens sont aussi une occasion pour eux de réfléchir à ça et de se dire: «Mais comment dans le monde de demain, je vais pouvoir rester compétitif sur le marché de l'emploi?» Et quand je dis marché de l'emploi, c'est valable en interne et en externe, bien sûr, mais quel que soit son destin, j'ai envie de dire, c'est important de prendre conscience de ça, prendre la mesure de ça et du coup, bah, c'est des moments qui vont être charnières aussi pour eux en vue de leur employabilité future. Ouais, évidemment. Mmh. C'est toi qui passes tes slides ou c'est, comment se Oh pardon. non, vas-y. Non, mais effectivement, pour revenir un peu sur le potentiel de l'entretien, je vous ai donné un premier chiffre là, des 72 qui ont qu'un entretien RH par an. La réalité, c'est qu'il y a aussi une importance à se concentrer sur le coût inestimable des entretiens ratés. Encore une fois, dans une étude qu'on avait fait en 2004 avec Opinionway, on se rend compte que pour beaucoup des collaborateurs, près d'un tiers des collaborateurs, euh, c'est euh, c'est quelque chose qui peut être rédhibitoire d'avoir des entretiens qui sont mal gérés. Euh, c'est des éléments qui sont importants de pouvoir avoir. euh, je le disais à l'époque, dans la définition d'un collaborateur engagé, c'est important de savoir ce qu'on attend de lui, quelles sont ses perspectives d'évolution. C'est important d'avoir du feedback régulier et d'avoir aussi confiance en son management. Et en fait, là, on voit aujourd'hui que bah, voilà, à chaque fois, un tiers des collaborateurs soit pourraient quitter leur entreprise en cas de perspective d'évolution, en cas de manque de perspective d'évolution, euh, trouve qu'il n'y a pas assez de feedback au final, ou alors que le manager n'est pas assez à l'écoute. Ça, c'est un point important. Hein, quand on disait en intro qu'on a eu tous les deux des expériences d'entretien annuel fait sur un coin de table, etc. Ça a un impact réel sur l'engagement du collaborateur et ça peut mener à du désengagement ou à du turnover, clairement des collaborateurs qui partent pour les mauvaises raisons. Et de la même manière, on constate aussi quand même pas mal de méfiance parfois des collaborateurs quand cette relation est pas saine entre le manager et le manager. On a ce déficit de confiance qui fait qu'un collaborateur sur 3 pense que les demandes d'évolution sont pas forcément transmises à la direction, etc. Il y a un côté aussi un peu opaque. Pour beaucoup, l'entretien, peut être perçu, comme, assez subjectif, assez, descendant, du manager au collaborateur, alors qu'en fait, ça doit vraiment être un échange, et un échange, ça va dans les 2 sens et c'est surtout aussi un entretien qui est fait pour le collaborateur normalement. Ouais et donc bah, dans ces entretiens, il y a quand même pas mal de pièges à éviter. Donc effectivement, Paul l'a déjà dit et tu as une expérience sur le sujet, par rapport notamment que ça a vécu comme une contrainte administrative et moi, j'ai eu la même expérience que toi puisque suite à un post rachat justement, j'ai eu, pour la première fois de ma vie il y a 5-6 ans, l'opportunité d'avoir un entretien, de carrière justement et on m'avait envoyé en amont un petit document, ça devait être sous format PDF avec quelques questions listées pour, justement nourrir un peu la réflexion, arriver à l'entretien avec déjà de la matière à partager et donc je m'étais prêté au jeu en me disant: «Bah, après tout, oui, ça peut être l'occasion pour moi de prendre du recul et puis de le partager avec mon manager avec qui je m'entendais, super bien». D'ailleurs, c'est toujours le cas, hein, c'est pas une question de personne, et puis j'étais arrivé avec, tout frais, tout content et puis effectivement, la première chose qu'il me dit, c'est, «Bon, bah, d'accord, c'est purement administratif» et pour le coup, donc je suis resté un peu, sur ma faim en me disant: «Mais» alors qu'on a passé 1 heure à discuter, c'était très sympa. Parce qu'effectivement, je m'entendais bien avec lui, c'était plus une heure de pause, on aurait pu avoir une discussion en prenant un café le matin avant de bosser, quoi
Et donc rien de plus ni de moins que ce qu'on avait comme relation, mais pour le coup, ça a été juste un rendez-vous manqué. Alors ça aurait sans doute pas changé grand-chose, puisque j'avais d'autres aspirations effectivement, mais ça aurait été, voilà, c'était l'occasion pour moi de me confronter à la perception qu'il avait de moi-même aussi d'un point de vue pro, pas d'un point de vue perso. Et puis de lui partager ma vision aussi, comment je vois les choses pour l'avenir et cetera. Et en fait, finalement, je me suis dit en me disant, je suis parti là en me disant: «En fait, finalement, oui, si c'est ça un entretien de carrière, bah, finalement, ça sert à rien, quoi». Et donc j'étais resté un peu là-dessus. Donc le clin d'œil du destin, 1 an après, j'ai repris Job Maker, donc finalement, je pense pas qu'il y ait un lien de cause à effet, mais en tout cas, c'est voilà, ça m'a fait revenir sur cette anecdote en me disant: «Bah, en fait, voilà, puisque c'est une obligatoire, ce qui est obligatoire quelque part peut être vécu comme une contrainte, bah, comment en faire une opportunité au bénéfice à la fois de l'organisation et du collaborateur?» Donc évidemment, ça demande un peu de préparation en amont, mais surtout que les managers, bah, jouent le jeu et comprennent bien ce que ça implique pour les collaborateurs également. Et donc, parce qu'il y en a quand même encore 60% qui considèrent que c'est une contrainte administrative, donc il serait temps de faire évoluer ce taux. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner également, c'est d'éviter que ce soit perçu comme un entretien d'évaluation. Pourquoi? Parce que c'est vraiment 2 choses différentes. Et souvent, l'évaluation prend le dessus sur l'entretien d'évolution professionnelle. Et donc là, pour le coup, il va falloir vraiment que les choses soient séparées. C'est l'occasion d'ailleurs de pouvoir jalonner les instants aussi, de ne pas dissoudre l'événement sur finalement et qu'à la fin, il ne se passe pas grand-chose. Et que du coup, que ce soit bien d'accord, le sujet de l'entretien RH de carrière notamment, c'est le sujet du collaborateur lui-même. C'est son avenir, c'est sa carrière dont on parle. Et ça doit vraiment être décorrélé des deux parce que sinon, finalement, on passe vraiment à côté de l'objectif. Et si on se dit, on va fusionner l'entretien pro et l'entretien annuel pour des questions d'organisation, de planning, etc., vous pouvez être sûr à 90% que l'entretien d'évaluation annuelle prendra le dessus sur l'entretien professionnel. Et évidemment, ce n'est pas l'objectif. Également, on a 30 et ça, c'est sans doute lié aux organisations pyramidales, d'un point de vue historique, même si on a tendance à vouloir horizontaliser un peu les relations. Le fait est que dans beaucoup d'organisations, on reste encore sur une vision assez top-down et même quand c'est horizontal, on a quand même malgré tout toujours un manager qui, quelque part, prend l'ascendant sur nous d'un point de vue organisationnel et structurel. Mais dans cet instant, dans cet espace, il faut vraiment arriver à faire en sorte que la démarche soit pas top-down, mais beaucoup plus bottom-up. C'est-à-dire que le collaborateur puisse vraiment exprimer sa vision. Parce que quelque part, c'est assez confortable d'avoir quelqu'un qui prend l'ascendant. Ça nous permet de nous mettre d'éviter de minimiser les risques et de pas trop nous mouiller par rapport à ce qu'on veut. Mais souvent, les deux parties sont frustrées. À la fois le manager qui se dit, bah, finalement, on sait pas, je sais pas trop ce que veut faire mon collaborateur. Et puis le collaborateur qui se dit, bah, j'ai pas pu exprimer j'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire. Et donc, c'est vraiment important d'avoir cette vision qui permet de rééquilibrer les choses et que le collaborateur soit vraiment au centre du sujet. Je vois alors, attendez, je reprendrai vos questions après. Je finis juste sur ce que je voulais dire. Et donc, pour ça, ça veut dire que finalement, en amont des entretiens, il faut aussi leur proposer des outils pour permettre de se préparer. Alors évidemment, le minimum syndical, j'ai envie de dire, et j'imagine que vous le faites tous aujourd'hui, c'est que vous leur donnez des livrables sous format papier ou Word, PDF ou l'équivalent, qui leur permet d'avoir des guides de réflexion sur comment arriver préparé, etc. Effectivement, alors c'est le minimum syndical à faire, c'est très bien. Néanmoins, c'est pas toujours suffisant. Ça, disons que si on se contente de ça, on est plus dans une logique de moyens plus que de résultats. Je suis pas sûr qu'à la fin, quand l'entretien arrive, il y a un vrai changement entre le avant et le après, ou avant on ne faisait pas et après on fait. Donc je pense qu'il y a vraiment des outils très immersifs qui permettent aux collaborateurs d'être menés dans leur réflexion, de produire de la matière et d'arriver, non pas passifs, mais vraiment acteurs de leur entretien, parce que justement, la matière à laquelle ils ont été amenés à réfléchir, ils l'auront produite quelque part, et donc ainsi, à travers un livrable qui pourrait vous communiquer, ça vous permettra également d'avoir des éléments concrets sur lesquels vous appuyez pour mener vos entretiens. Alors, également, 5e point, c'est aussi de faire en sorte que toute l'organisation soit alignée sur la vision de à quoi sert chaque entretien. Que ce soit l'entretien professionnel de carrière, l'entretien de mobilité interne, etc. Il faut vraiment que chaque entretien tout le monde soit aligné sur cette vision-là. Et si on prend le focus
justement des entretiens de carrière, en l'occurrence, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler de ça, parce que c'est aussi ce qui nous anime chez Jammaker. C'est qu'il y en a autant, j'imagine 100% des RH, 99,9% estiment que c'est essentiel. Quand on interroge les managers, on tombe à 50%. Les collaborateurs, on tombe à 50%, pardon. Et quand on interroge les collaborateurs, les 1, 2, 3, les managers, on tombe à 21%. Donc, il y a vraiment une déperdition de l'intérêt en fonction des différentes populations qu'on interroge. Ce qui veut dire que finalement, pourquoi est-ce que, in fine, les managers tombent à 21% et les collaborateurs à 50%? C'est que généralement, si c'est juste un entretien qui doit être fait, mais qu'il n'y a pas de suivi ni de plan d'action derrière, effectivement, on passe à côté de l'objectif. Et donc, il faut vraiment que sur ces aspects-là, la vision soit bien alignée auprès de l'organisation. Et ça revient à mon dernier point, donc effectivement, assurer des suivis. Et surtout, donc des suivis, en tout cas, quand un collaborateur partage une vision, un projet, on n'est pas obligé de lui donner une réponse tout de suite sur la faisabilité de son projet. Mais quoi qu'il en soit, il faut lui faire un retour, que ce soit positif ou négatif. On n'est pas obligé de dire oui tout le temps. Et quand on dit non, c'est aussi une façon de l'aider à avancer. Parce que si on n'ose pas dire non aux gens et que du coup on met la poussière sur le tapis, il n'y a rien de pire pour le désengagement des collaborateurs qui sont un peu dans la waiting room en attendant de savoir ce qu'on va leur proposer, quoi. Euh, Pardon? Pour rebondir et répondre en parallèle peut-être aux questions de Corinne et Hélène, le focus aujourd'hui n'est pas spécialement sur l'entretien pro, mais sur l'ensemble des entretiens. Et je pense que ça fait partie aussi des pièges qu'on cherche à éviter aussi, c'est de cristalliser des attentes autour d'un seul entretien. Très souvent, nous, ce qu'on conseille aux entreprises et ce qu'on voit qui marche bien chez les utilisateurs de nos solutions, c'est d'arriver à jalonner l'année avec différents entretiens. On en parlera aussi à la fin du webinaire, en partageant un peu cette roadmap des entretiens. Mais je pense que c'est essentiel de définir pour chaque entretien un objectif. Et comme tu le disais, l'alignement entre manager et RH est hyper important. Moi, je vois beaucoup de clients qui ont des comités de préparation des trames d'entretien avec les managers pour s'assurer que ça ait du sens à la fois pour le collaborateur et le manager. Et donc, du coup, comme tu le disais, hein, c'est important de décorréler les objectifs et de se dire, OK, bah voilà, on a des entretiens qui peuvent être, il y a notamment l'outil du feedback 360 qui peut être un bon élément pour préparer un échange. Il y a de l'échange individuel lié à la performance, des éléments qui vont être plus orientés sur la projection, d'autres sur les discussions d'évolution salariale, etc. Aujourd'hui, le piège dans lequel on peut tomber, c'est de se dire, OK, pour simplifier, on va faire un entretien un peu tout en un. Et en fait, ça n'apporte pas le résultat escompté, parce que très souvent, si notamment le collaborateur est en attente d'éléments sur sa rémunération, il va passer tout l'entretien à attendre qu'on aborde ce sujet. Alors que si l'objectif est clairement défini et qu'on sait qu'on est sur un entretien pour parler des projections dans un poste, de l'engagement, de la revue de la performance objective des X derniers mois, bah, c'est plus clair, ça évite du désintérêt, etc. Je suis d'accord, Paul. Et effectivement, Ouais. c'est vrai que là, j'ai peut-être un peu trop parlé d'entretien pro, et si c'est le cas, je m'en excuse parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais effectivement, c'est à chaque entretien son objectif, et quand c'est bien dit en amont, bah, au moins ça évite des attentes, des frustrations, parce que on sait de quoi on va parler, donc quelque part, il n'y a pas de mauvaise surprise, quoi. Il y Ouais, avait ouais. aussi, Et puis, pardon, vas-y. comme le dit Corinne, c'est vrai qu'effectivement, à partir du moment où on a défini ses objectifs, il y a un entretien qui est l'entretien de performance qui peut être basé sur des faits objectifs. La performance, c'est le quoi, qu'est-ce qu'on a fait et le comment. Comment on l'a réalisé. Et c'est ça, c'est des éléments qu'on peut évaluer. On peut évaluer une atteinte d'objectifs, que ce soit des objectifs chiffrés, des objectifs qualitatifs, etc. Donc ça, c'est une évaluation qui est faite par différentes parties, le manager, le collaborateur, et qui est objectif sur des éléments donnés. Et puis après, il y a le comment, comment tu as atteint ces objectifs, comment tu as potentiellement pas atteint ces objectifs. Et du coup, on parle aussi plus des éléments de potentiel, etc. Faut se dire que tous ces éléments, et notamment l'entretien RH, il s'inscrit dans un écosystème d'outils. Je parlais du feedback 360 tout à l'heure. Il y a les people review, qui sont aussi des éléments qui viennent ajouter à ça. Mais c'est vrai que voilà, si on se concentre sur ces éléments plus liés à l'entretien RH,
c'est important de se dire, OK, bah, voilà, faut essayer le plus possible de le définir pour pas que ça soit perçu comme une contrainte. Il faut éviter que ça soit une démarche descendante et pour ça, eh ben, on le voit notamment après, il faut passer du temps à expliquer, à communiquer, à former et notamment former les managers. Je fais la transition, je regarde juste un petit peu les éléments Il y avait dans les une petite questions. remarque de Gaëlle que j'aimais bien quand même, c'était de faire enfin une anecdote, je pense qu'elle veut partager, mais que je trouve assez chouette, c'est de le faire en extérieur en marchant, pour moi, je suis assez adepte de ce genre de pratique. Il faut être à l'aise en tant que manager ou RH évidemment. Faut surtout pas se forcer à aller dans une zone sur laquelle on ne se sent pas bien, ça c'est clair. Mais si on est à l'aise avec la démarche et si ça nous parle et qu'en face c'est un écho, je trouve que c'est bien aussi de sortir un peu du Mmh. cadre et d'autres choses peuvent émerger et bon, ça c'est merci pour l'anecdote, Gaëlle. Corinne, donc effectivement, bah, si vous allez dans notre sens effectivement, hein, c'est bien décorréler les 2, on est parfaitement alignés sur l'entretien pro et l'entretien annuel. Euh, donc c'est Isaac qui va dans le même sens, donc merci. Et puis après, il y a une petite interaction entre Hélène et Séverine, on les laisse échanger dans le chat. Vous pouvez vous en nourrir évidemment. Vas-y Paul, je te laisse la suite. Ouais, c'est vrai, comme je disais, en fait, maintenant, si on se concentre sur comment réussir ces campagnes d'entretien, on le voit, il y a une importance à communiquer, on en parle juste après, mais surtout à former, à créer cette interaction entre manager et RH. Je pense que c'est là où les RH ont un rôle important à jouer, créer le lien avec les managers. Je le disais dans la rédaction des trames, s'assurer qu'on a une trame qui correspond aux objectifs qu'on a définis, également les sensibiliser sur l'enjeu de ces entretiens, notamment quand ça s'inscrit dans un cadre qui va par la suite définir avec les people review les éléments d'augmentation salariale, etc. C'est important que les managers soient présents dans la définition des objectifs, dans la définition du planning des entretiens de performance, etc. Parce que on a besoin aussi aujourd'hui de plus de courage managérial, que les managers soient vraiment acteurs de ces échanges avec le collaborateur et soient capables d'évaluer sainement et objectivement la performance pour après pouvoir justifier des éléments de d'évolution et potentiellement d'évolution salariale. Euh, je pense que c'est un point qui est hyper essentiel encore plus aujourd'hui, où on entre dans une ère de la transparence des salaires en 2026 avec cette nouvelle loi. Et l'entretien, qu'il soit professionnel ou tous les éléments qui constituent cet écosystème d'évaluation de la performance vont être les éléments qui vont permettre de justifier aussi des écarts de rémunération sur un même poste, etc. Donc, voilà, c'est hyper important aussi de s'assurer de l'alignement entre RH et manager et de les former à l'exercice pour éviter que ça soit, comme les expériences qu'on a pu avoir, purement administratif, mais vraiment un échange qui a de la valeur. Ouais, je te laisse parler peut-être de la Ouais, communication qui est essentielle. merci. Ouais. Non, moi, alors là, je pense que j'enfonce une grosse porte ouverte, mais c'est pas grave, on va le redire et c'est toujours important de le rappeler. Mais effectivement, c'est comme on l'a déjà dit, hein, donc bien communiquer en amont sur les entretiens, sur les objectifs de chaque entretien, de définir un cadre aussi et de tenir le cadre. Donc ça implique évidemment une information en amont auprès des managers pour qu'ils soient bien garants du cadre aussi, parce que c'est eux qui le mettent en place, généralement en tout cas. Ouais, donc ça, voilà, c'est créer l'adhésion en interne et donc bien fixer la finalité pour que les gens puissent s'en emparer et le vivre vraiment comme une opportunité pour eux et pas évidemment comme une contrainte obligatoire. Et de toute façon, si les managers sont convaincus que ça a un impact positif pour leur BU, généralement, ça ruisselle assez bien sur les collaborateurs parce que derrière, c'est comme ça que les choses vont s'articuler finalement. C'est eux vous en êtes déjà convaincus. Enfin, d'ailleurs, si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous en êtes convaincus. Donc, on n'est pas là pour vous convaincre, mais c'est peut-être pour vous donner des clés pour arriver à ce que ça ruisselle dans toute l'organisation finalement. Et ça passe évidemment par une communication autour de ces événements et également autour de comment organiser les choses de manière impactante en fonction du timing, etc. Je vais avancer aussi. Et je vois Ouais, qu'il y a énormément de commentaires, d'échanges ouais, dans le chat. Évidemment,
je rejoins ce que dit Marion, en jalonnant les entretiens tout au long de l'année, on rentre dans nous, ce qu'on appelait, enfin, ce qu'on appelle encore aujourd'hui, hein, le suivi, continu de la performance, avec cette idée, encore une fois, d'avoir, différentes typologies d'entretiens, différentes typologies d'échanges qui permettent de jalonner l'année, de tous ces entretiens pour avoir, in fine, un résultat potentiellement plus optimal qu'un entretien tout en un. Je rebondis juste sur le commentaire de Camille. Effectivement, j'adore la proposition de Gaël de le faire aussi en marchant, etc. Il y a enfin, en l'occurrence, nous, notre appli, elle est mobile responsive. Enfin, elle peut être mobile. C'est pas toujours le plus simple. Après, encore une fois, en définissant les objectifs des entretiens, il peut y avoir un entretien qui est plus très informel. On marche, on discute de ces éléments-là et après on prend le temps peut-être de noter les éléments dans la plateforme. Moi, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est sûr, je réalise des entretiens en dehors du bureau pour donner un cadre différent. Alors souvent quand même dans un lieu où on peut sortir un ordinateur et prendre le temps de noter les éléments. Euh, pour revenir sur ces étapes de préparation de l'entretien, je vous l'ai dit, la trame, c'est un élément qui est essentiel. Je pense que c'est important de se poser la question de la pertinence de sa trame d'entretien. Parce que c'est encore une fois ce qui va nourrir l'échange, ce qui va permettre d'avoir les éléments qu'on cherche et le co-construire avec les managers est essentiel pour être sûr que ça soit quelque chose voilà, qui a un intérêt. Et après, je pense que c'est important aussi au moment de construire ces trames, Solène vous partage notamment des exemples de trames qui sont les plus utilisés par nos clients, mais c'est essentiel de se poser la question de est-ce qu'on donne bien la parole aux collaborateurs? Je pense que d'un point de vue manager aussi, c'est important dans la réalisation de l'entretien de se mettre en posture plutôt d'écoute et de suivi, enfin, d'évaluation potentiellement. Mais en tout cas, c'est l'entretien du collaborateur. Il faut que la trame retranspose ça, un entretien qui est fait pour le collaborateur sur lequel on se concentre. Donc voilà, vous pouvez retrouver et télécharger cette trame directement sur le lien que vous a partagé Solène. Et on peut Je veux dire, cette passer. trame est ce document est très bien fait, hein, je me suis déjà servi, très bien. Merci Arthur. Je pense que Heu, ouais. ouais, vas-y, pardon. Non, non, j'allais dire, tu peux effectivement parler de cette partie-là qui est encore une fois hyper importante et sur laquelle vous accompagnez aussi vachement les collaborateurs. Donc, Bah, c'est ça, nous, alors je fais un peu d'auto-promo et je m'en excuse par avance, mais bon, on est aussi là pour parler de ce qu'on fait évidemment et c'est tout l'enjeu de Jobmaker, c'est vraiment, comme je le disais, nous, à la base, des fondateurs, c'est des coachs de carrière qui en fait, leur métier, c'est d'accompagner les collaborateurs dans leur mobilité professionnelle, en interne ou en externe. Donc il y a des méthodologies d'accompagnement et des phases, qui sont, incompressibles, en fait, dans tous les accompagnements qu'on propose. D'avoir une première partie sur effectivement bien prendre du recul sur la trajectoire, identifier les missions dans lesquelles il y a eu de l'impact, dans lesquelles on s'est épanoui, dans lesquelles on a eu de la performance. Identifier ses domaines de force également. Qu'est-ce qui me rend singulier? Alors, il ne s'agit pas de toutes nos compétences parce qu'en plus de ça, on sait que en grosso modo, alors ça, il y a un peu toutes les études, mais si on fait une moyenne des études, on va dire que 50 des études des compétences qu'on utilise aujourd'hui seront obsolètes dans moins de 10 ans. Parfois c'est plus, parfois c'est moins, mais en tout cas, l'idée, ça dépend du job évidemment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la compétence, c'est de données précaires qui ne permet pas de projeter un collaborateur dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est le potentiel, capacité du collaborateur à intégrer de nouvelles compétences justement. C'est ça qui nous permet véritablement de projeter son organisation. Donc l'idée, c'est de l'interroger sur ses domaines de force. Qu'est-ce qu'il veut mettre en avant? Qu'est-ce qui va lui permettre également quelle est sa prochaine étape? Comment est-ce qu'il se projette? Comment l'aider à préparer son pitch, sa présentation pour être percutant en entretien? S'il est amené dans un parcours de mobilité interne, il va falloir aussi qu'il prenne conscience qu'un entretien de mobilité interne, ça se réussit, au même titre qu'un entretien de recrutement. Donc, et puis aussi que par rapport à son projet, il puisse se confronter par ses pairs au réel du projet. C'est-à-dire, bah, s'il y a un écosystème qui m'intéresse, que je puisse aller interroger les personnes de cet écosystème. Ça peut être en interne ou en externe, hein, je veux dire, ça dépend de la taille des boîtes. On bosse avec des boîtes comme Orange, EDF, Suez, etc. Donc, il y a vraiment tous les métiers. Il y a beaucoup de secteurs d'activité différents dans ces organisations. Donc, on peut changer de métier, de secteur d'activité dans la même boîte, si vous voulez.
puis parfois, c'est en externe parce que c'est pertinent pour l'organisation et pour le collaborateur, n'ayant pas peur des mots aussi. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il soit véritablement acteur de sa carrière. Et nous, on permet de le faire à l'échelle parce qu'on a un produit 100% digital. C'est-à-dire que nous, en tant qu'individu, on n'intervient pas dans les parcours de réflexion et d'accompagnement. C'est le collaborateur qui le fait lui-même grâce à l'outil 100% porté par la machine, ce qui permet d'avoir une solution scalable et de démocratiser l'accès à ce type d'innovation et pas simplement de proposer qu'au top talent, au top management, ce qui est plutôt l'usage habituellement, puisque évidemment, ça coûte assez cher de passer par des coachs en physique. Et donc, on ne peut pas le proposer à tout le monde, là où le digital permet une démocratisation de l'accès à la démarche. C'est tout l'enjeu de Jammaker. Et ce qu'on observe, en tout cas, puisque justement, c'est quand un collaborateur arrive préparé à ses échéances avec un projet, une synthèse qui agrège son projet, en fait, ils sont beaucoup plus en confiance, sont beaucoup plus clairs sur ce qu'ils veulent faire. Ça leur permet de prendre des décisions de mobilité, parfois même de rester dans le poste. Ça peut aussi valider leur projet actuel. Simplement, dans leur projet, ils voudraient être formés à telle ou telle compétence pour rester compétitifs et continuer à progresser. Et puis parfois aussi, c'est soit en interne évoluer ou soit en externe évoluer. Mais en tout cas, ça permet de désenclaver des personnes parfois qui sont depuis trop longtemps dans la même fonction et qui, par voie de conséquence, se mettent en danger parce que l'évolution des métiers fait que aujourd'hui, en fait, et ça peut être épuisant, mais c'est comme ça, c'est la réalité, on ne peut pas faire autrement. Si on reste trop longtemps dans le même poste, on peut finir aussi par s'encrouter un peu et être disqualifié, entre guillemets, sur le marché de l'emploi. Et donc, c'est important de créer la culture du mouvement et que les collaborateurs soient véritablement acteurs de leur carrière. Et ce n'est pas qu'un slogan, ça ne peut pas être qu'un slogan. Si on n'en reste qu'au slogan, finalement, ça revient à la même chose de dire à quelqu'un, tu as 4 heures salariées pour trouver un boulot. On voit l'effet que ça a. Ça peut être mal compris. Et donc, quand on dit ça, c'est OK, on vous demande d'être acteur de votre carrière vous appartient, c'est votre sujet. Et pour ça, on vous donne des outils pour permettre de le devenir. C'est pas simplement soyez acteur, c'est on vous donne des solutions en face. De toute façon, derrière chaque slogan, il faut penser à la déclinaison opérationnelle de ce qu'on dit. Sinon, ça ne sert à rien, ce n'est que des effets d'annonce. Et parfois, c'est même potentiellement tétanisant parce qu'on nous demande d'avoir une posture à laquelle on ne donne pas accès. Et donc, ça peut avoir l'effet inverse. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, évidemment, le Job Maker permet de mettre en place cette vitalité au sein de nos organisations. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on co-construit un peu cette présentation avec nos invités dans le chat, puisque c'est vrai hein, qu'il disait que le suivi est un élément essentiel. Je pense que c'est le point, nous, qui nous avait marqué dans une étude qui disait, c'était 60% des interrogés qui disaient, en fait, un entretien mieux suivi des faits serait plus engageant. Et c'est une grosse lacune aujourd'hui des entreprises hein, d'arriver à en faire quelque chose en fait de cet échange. Et c'est ça qui génère la frustration généralement. Et donc, l'objectif, évidemment, comme disait Marion, il faut préparer ces échanges pour qu'ils soient intéressants. L'objectif, encore une fois, pour nous, c'est d'offrir une plateforme aux collaborateurs et aux managers pour que l'entretien soit préparé en amont, et aussi pour que cette plateforme et cet échange qui a lieu dans les différents entretiens puisse être générateur d'actions à venir. Et en l'occurrence, pendant l'entretien annuel, vous pouvez demander quels sont les besoins de formation, qui sont entretien annuel ou professionnel. Vous pouvez demander les éléments les besoins de formation, évaluer les compétences. Et en fait, tout ça, ça vit dans le temps. Le fait d'avoir tout ça centralisé dans une seule et même plateforme, ça permet à la fois de faire ces actions, de valider une formation, d'évaluer chaque année les compétences, définir un référentiel de compétences associé à potentiellement un niveau de seniorité, etc. Et puis encore une fois, historiser des échanges et chaque année s'en servir. Je parlais tout à l'heure du suivi continu de la performance. Je crois qu'en réalité, c'est une préparation continue qu'il faut avoir côté manager, côté collaborateur, pour éviter de tomber dans l'écueil d'un entretien annuel où on se souvient des 3 dernières semaines passées avec le collaborateur, de la dernière boulette qu'il a fait, alors qu'en fait, il a fait 6 premiers mois extraordinaires avec énormément d'input, etc. Enfin, voilà, je pense que le fait de jalonner l'année, le fait de s'assurer que chaque entretien a un objectif et un suivi derrière, c'est ce qui va redonner du sens à tous ces échanges. Euh, et donc c'est essentiel.
Et encore une fois, l'outillage peut aider aussi, sans faire de l'autopromo non plus. Voilà, que ce soit, un outil, type Talent ou des docs, et cetera. C'est important que ce soit suivi et que vous ayez des outils pour, aussi vous faciliter la vie. Et donc pour ça, effectivement, ça rejoint ce que tu disais, Paul, sur si on fait une fois par an, en fait, il y a l'effet de primauté, l'effet de récence quand on recrute quelqu'un. On se souvient du début et puis on se souvient de la fin, mais ce qui se passe au milieu, on oublie tout le temps. Et en fait, c'est vraiment de se dire, voilà, il faut jalonner un peu les points de rencontre, pas toujours avec les mêmes personnes, peut-être avec le manager, avec le RH, pourquoi pas même avec système de parrainage, parfois, dans les organisations qui se mettent en place. Je trouve ça c'est intéressant aussi. Mais en tout cas, voilà, qu'il y ait des espaces d'expression libre qui se mettent en place aussi, de manière plutôt formelle généralement, mais ça peut être aussi, en cas d'un parrainage plus informel, on va dire, pour prendre le pouls. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, si c'est une fois par an, on a tendance à passer à côté de plein de sujets, alors que ça peut être à la fin d'une mission, ça peut être à la fin d'un projet, ça peut être au moment de l'intégration d'un nouveau collaborateur dans l'équipe, retour de congé longue durée. Dès que, enfin, alors évidemment, faire attention, il ne faut pas non plus passer sa vie en entretien, que ça soit bien d'accord, on est là pour produire de la matière. Il faut trouver juste équilibre entre enfin, on n'est pas là on n'est pas en entreprise, quoi. C'est pas la kélénothérapie non plus, quoi. Je veux dire, je pourrais pas vous dire ce que je fais pas moi dans ma boîte. Donc voilà, mais en tout cas de laisser, de, de, de faire en sorte d'avoir une roadmap claire avec des moments clés dans l'année ou même des événements à l'échelle de l'organisation. On voit souvent, en tout cas, déjà peut-être un miroir déformant, mais je vois de plus en plus d'organisations qui mettent en place des semaines de la mobilité où les présentations des différents métiers, des nouveaux métiers aussi dans l'organisation, mettre en avant aussi enfin voilà, d'animer autour de ces sujets-là, c'est intéressant, ça permet de jalonner en fait, de rythmer l'année autour de différents événements RH et que chaque événement ait sa propre finalité finalement. Et d'éviter justement le côté, bon, une fois par an, ça c'est fait, on passe à autre chose. Si on peut arriver à nourrir un peu plus et rythmer davantage, c'est bien. Et pas obligé de passer 3 heures en rendez-vous à chaque fois. Ça peut être des petits rendez-vous de un quart d'heure, une demi-heure. Parfois, ça peut suffire aussi parce que les choses se mettent en place et d'assurer un suivi. Ouais, pour rebondir aussi là-dessus, il y a évidemment, plein de typologies d'échanges avec ses salariés, avec ses collaborateurs. On a parlé du feedback 360, donc l'évaluation d'une personne par Ça, j'aime ses bien. pairs, par Ouais. plusieurs personnes. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, qui permet d'assurer de l'objectivité et intégré dans un calendrier RH, ça peut venir en amont d'un entretien de développement pour, avoir cette vision objective des forces, des axes, d'amélioration, et cetera. Hem, on n'en parle pas spécialement là, parce qu'on est focus plus sur l'échange, individuel, manager-collaborateur. Mais, avoir, un élément, de prise de pouls comme le sondage, c'est à l'échelle de la boîte, ça peut aussi donner une perspective intéressante dans la préparation de ces entretiens, pour, voilà, arriver à avoir un instant T, le niveau d'engagement des collaborateurs, à mesurer un INPS, ce genre de choses qui vont permettre encore une fois, potentiellement, apporter un peu de couleur à la trame d'entretien qu'on va définir pour la fin de l'année, si c'est à la fin de l'année qu'on le fait. Mais voilà, c'est de se dire que voilà, faut arriver à jalonner l'année de différents moments, différents rituels, pardon, qui vont permettre, in fine, d'avoir un échange qui a de la valeur à la fois pour le collaborateur et pour le manager. Heu, donc ça, c'est, je pense, un Et élément qui est une important. anecdote pour nourrir ton propos aussi, ça sort un peu du sujet, mais c'est pas grave. Euh, j'ai eu l'expérience du moins d'entreprises qui étaient justement des serveurs en interne, qui posaient des questions auxquelles elles pouvaient, qui, de toute façon, elles ne pouvaient pas satisfaire la réponse des collaborateurs. Alors ça, faut faire très attention aussi. Je Mmh. prends un exemple concret, si vous, enfin, un truc complètement caricatural, mais c'est pas grave. Mais si vous vous dites, tiens, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir 3 baby-foot dans l'entrée et que c'est pas possible, posez pas la question, c'est débile ce que je dis évidemment, mais je grossis très volontairement, mais pour dire, quand on pose ce genre de questions, il faut s'assurer quand même qu'on peut assumer la réponse derrière. Sinon, en fait, ça crée de la frustration plus qu'autre chose. Et on se demande, et là, ça renvoie encore à l'idée, ah bah ça sert à rien, ce genre de questions, si derrière il se passe rien. Donc assurez-vous de la faisabilité derrière. Voilà.
on en revient à cette importance du suivi et de la perception, en tout cas que Ouais, on attache suffisamment d'importance aux échanges qu'on a en entreprise. exactement. Peut-être passer à la Ouais, dernière voilà, slide donc, qui résume un petit peu ce qu'on s'est exactement. dit. Donc là, c'est une roadmap qu'on a, alors qui vaut ce qu'elle vaut, entre guillemets. En tout cas, on a bien bossé dessus, mais enfin surtout Solène, un big up Solène quand même. Euh, mais, euh, mais évidemment, donc ça vous donne de la matière. C'est pas exhaustif. Et puis selon vos organisations, ça peut être un peu différent. Mais en tout cas, ça vous permet, vous pouvez screenshotter. Il me semble qu'on va vous l'envoyer par mail, je crois. Enfin, en tout cas, il y aura un livrable suite à l'événement qui permettra de reprendre ces éléments. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet d'avoir une roadmap un peu de comment réussir ces entretiens, qui sont les acteurs clés de ces entretiens également et quel est le rôle de chacun, avant, pendant, après. Enfin, je ne vais pas vous décrire, vous prendrez le temps de le regarder chez vous. Mais en tout cas, ça vous donne une ligne un peu de réflexion sur laquelle comment est-ce que vous pouvez vous inspirer de ça pour l'appliquer à vos organisations. Voilà, Solène vous l'enverra. Donc, vous pouvez la remercier d'avance parce qu'elle bosse beaucoup. Donc, voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous nourrir de ça. Voilà, c'est utile et ça peut vous nourrir votre réflexion sur le sujet. Euh, alors, Agnès avait une question. Avez-vous des éléments à partager autour des dispositifs proposant une évaluation échange tout au long de l'année et plus une fois par an ou tous les 2 ans? Je pense que. Je pense que Agnès, l'important, c'est de se. En fait, disons que je pense qu'il n'y a pas de théorie avec un dispositif particulier. Je pense que c'est important d'identifier la typologie d'échanges qu'on peut avoir avec ses salariés. On avait évoqué les échanges individuels qui peuvent être avec des variations de régularité. Ça peut être des échanges très réguliers tous les mois. Ça peut être des entretiens trimestriels, des entretiens semestriels en fonction. À vous de construire cette roadmap. En gros, faut se dire, voilà, il y a différentes typologies d'entretiens, des entretiens individuels, des entretiens 360, qui ont cet avantage d'aller créer de l'objectivité, qui ont cet inconvénient d'être aussi un peu plus chronophage et à la fois pour les collaborateurs et aussi dans le suivi. Et puis après, vous avez ces sondages qu'on a évoqués qui vous permettent de prendre le pouls à un instant T. Mais je pense que voilà, ce qui est important, c'est de se dire, je construis mon calendrier RH, je construis un calendrier RH qui ressemble à mon entreprise. En l'occurrence, je peux vous partager, nous, un calendrier RH qu'on a en interne. C'est effectivement de se dire que on commence l'année avec un entretien annuel, qu'on appelle comme ça, entretien annuel, qui permet pas forcément, enfin, de faire un bilan de l'année écoulée et aussi de se projeter sur l'année à venir. Très souvent, on a des entretiens qui sont trop focalisés sur le passé et pas assez sur l'avenir. En l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est de progresser, d'évoluer, de comprendre comment cette année va se découler, etc. Donc, on commence par ça, et après, on a ce qu'on appelle des check-in, enfin, des événements one-one plus réguliers avec le manager. Et puis, on a à mi-année, je parle un peu au passé parce qu'on change souvent aussi cette organisation, cette roadmap, mais on a à mi-année un moment d'échange de feedback 360 qui permet de préparer, enfin de définir un plan de développement qui sera ensuite réévalué en entretien. Donc voilà, c'est un exemple de dispositif de se dire, OK, bah voilà, il y a un entretien qui lance l'année, on a ces moments d'échange 360 pour définir un plan de développement bien précis, qui sera ensuite réévalué avec le manager pour dire, OK, bah voilà, est-ce qu'on avance dans ton plan de développement? Est-ce que ça va bien dans la bonne direction, etc. Et puis voilà, là-dessus, on peut rajouter d'autres éléments, évidemment. Chouette, Solène, vous l'avez déjà partagé, hein, la roadmap avec des conseils en dessous. Vous pouvez la télécharger au-delà du mail que vous allez recevoir. Merci, Marion. Je crois qu'on arrive. Si, c'est bon, voilà. Alors, si vous avez des questions, en tout cas, on a partagé le contenu de ce qu'on voulait vous dire. Donc, merci en tout cas pour votre attention. S'il y a des questions, surtout, c'est le moment. N'hésitez pas à les poser. Et puis, de toute façon, nous, on est toujours disponible. Voilà, Paul et moi, très bien. Euh,
Solène qui prend les devants, c'est formidable. N'hésitez pas à nous solliciter pour des entretiens ou même sur LinkedIn, hein, nous interpeller aussi. On est assez actifs, Paul et moi, donc on répond généralement assez vite. Donc, c'est des questions même qui vous viennent après coup, on sera ravis d'y répondre. Voilà, enfin, on est là pour ça en tout cas. Nous, on aime bien ces sujets-là. Donc, et puis surtout, si vous avez des éléments qui peuvent venir nourrir notre réflexion, ça alimentera nos roadmaps respectifs, je comprends. N'hésitez pas. C'est Non, vous c'est qui. chouette. Merci beaucoup pour les échanges. C'était top d'avoir aussi des échanges en direct avec les différentes personnes qui interagissaient dans le chat. Donc, merci beaucoup pour cette présentation co-animée avec vous tous dans le chat. Euh, Bon courage pour cette période aussi des Ouais, entretiens. Généralement, hein, on a un peu dans beaucoup d'entreprises, des entretiens qui arrivent en tout cas en fin d'année. Nous, on voit, hein, nos clients, ils ont un gros pic d'utilisation de la plateforme en fin d'année et jusqu'à février-mars. Euh, Encore une fois, pour redire, il y a pas de règles, si ce n'est les éléments, le cadre légal autour des entretiens, c'est le cadre autour de l'entretien professionnel qui aujourd'hui est obligatoire tous les 2 ans. Mais sinon, à vous de construire la roadmap qui correspond à votre entreprise, les échanges réguliers qui satisfont à la fois votre capacité à traiter ces éléments et puis aussi qui répond aux besoins des collaborateurs. Mais ouais, il y a pas de règles prédéfinies. Construisez comme ça vous convient. Et puis, n'hésitez pas à identifier des outils qui peuvent vous aider, vous faire gagner du temps, potentiellement aussi les éléments que l'IA apporte, que ce soit sur l'analyse, la synthèse des évaluations, etc., qui sont des éléments hyper importants aussi et qui facilitent encore aujourd'hui le travail des équipes RH et des managers. puis comme tu parles de l'IA, moi, c'est vrai que souvent, c'est des questions, ça apporte beaucoup de questions sur le rôle des RH et comment ça va se passer pour eux, etc. Moi, j'ai une intime conviction, en tout cas, c'est que ça va augmenter la performance RH. Et surtout, ça va peut-être vous permettre de vous délester de certaines tâches un peu rébarbatives, administratives et à moins forte valeur ajoutée pour mettre davantage d'impact sur les collaborateurs, leur trajectoire de carrière, leur évolution professionnelle, qui est finalement peut-être le cœur battant de la RH. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, quand j'ai voulu être RH, je n'ai jamais été finalement, mais pas grave. Finalement, ce qui m'a plu, c'était ce vers quoi je me projetais, c'était justement comment accompagner les collaborateurs dans leur évolution professionnelle, les aider à mener à bien leurs projets, que la boîte dans laquelle ils sont fasse sens pour eux, et pas forcément de faire des démarches administratives en veux-tu en voilà. Donc, j'espère en tout cas que l'IA va être une opportunité pour vous à ce niveau-là et vous permettre de peut-être réduire ce temps administratif au bénéfice de l'accompagnement des collaborateurs dans toutes leurs étapes de leur carrière, mais aussi, il faut important que les collaborateurs prennent conscience que leur carrière leur appartient, que avant eux, votre boîte existait, après eux, elle continuera à vivre, enfin, en tout cas, vous le souhaite, et que finalement, le sujet de la carrière, c'est bien un sujet qui est individuel et s'il peut être au bénéfice de l'organisation, tant mieux. Mais s'il doit se faire en dehors parce que c'est mieux pour l'épanouissement du collaborateur, ce sera mieux aussi pour votre organisation. Ne pas confondre rétention et fidélisation des collaborateurs, c'est pas du tout la même démarche. Et ça, c'est un point clé aussi, la façon dont on nomme les choses traduit une intention. Et nous, on est très favorable à la fidélisation des collaborateurs et non à la rétention des collaborateurs. On va Merci vous Arthur laisser. pour ce mot de la fin. Je pense que c'est chouette de finir là-dessus. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis Arthur, je te laisse peut-être conclure. Merci, Paul. Et puis, bonne journée, enfin, bon après-midi à toi. Et ravi d'avoir fait ce moment de partage avec toi et vous tous et toutes. Ouais, également, et c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger encore une fois sur ce sujet. Et puis à très bientôt. N'hésitez pas à nous écrire, nous contacter sur les différents liens qu'on vous a partagés. Yes, à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Ciao.